Bonjour à toutes et à tous, une émission, un impact café extrêmement particulier puisque nous sommes en direct depuis la station d'épuration Maera avec deux invités fortement impliqués sur la thématique de l'eau, bien entendu. René Revol, tout d'abord, bonjour. Vous êtes vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de Grabels, bien sûr, et président de la Régie des eaux délégué à la gestion raisonnée, écologique et solidaire de l'eau. Chaque mot vaut son pesant de cacahuètes et on verra tout pendant cette émission justement comment cela se décline concrètement. Vous avez fait une carrière de professeur et puis pour ensuite vous impliquer pour l'intérêt général au niveau de la politique et notamment à la métropole. Et dans votre village de Grabel, qui est une commune maintenant, ce village, c'est Villa. Avec nous également pour cet Impact Café spécial en direct depuis Maera en partenariat avec Veolia, Noé de Bonaventure. Bonjour Noé. Bonjour Perla. Vous êtes directeur territorial Veolia Eau et vous travaillez bien entendu sur cette question d'eau, de progression de la gestion de l'eau et d'optimisation à la fois des méthodes, des techniques et de la qualité sortante pour la population. Tout à Est-ce fait. que j'en ai oublié? Non, c'est ça. Très bien. Donc, on va voir aujourd'hui, justement, depuis Maera, la question du traitement de l'eau et puis l'optimisation de ce traitement, voire le retour, une réutilisation des eaux usées. On verra comment. Également, comment une station d'épuration peut contribuer à produire des énergies et des énergies qui sont dans l'air du temps, à savoir qui diminuent l'empreinte carbone, etc., de la station, voire qui fournissent toute l'énergie nécessaire à la station d'épuration. Alors tout d'abord, je vais me tourner vers Noé pour que vous nous expliquiez un peu techniquement qu'est-ce qu'une station d'épuration rapidement, bien sûr, mais pour que les auditeurs mesurent bien et les spectateurs mesurent bien le pas qui va être franchi avec les futurs travaux de Maera. D'accord. Eh ben, je vais expliquer tout simplement en essayant justement de ne pas être trop technique. Tout simplement ce que c'est qu'une station d'épuration. Il faut la placer dans le contexte du cycle de l'eau dans son ensemble, le petit cycle de l'eau. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'eau et donc on prélève de l'eau dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau. Ici, sur le territoire, c'est essentiellement dans les nappes phréatiques. Cette eau ensuite est transportée via des tuyaux au robinet des consommateurs, au robinet, aux douches, aux tuyaux d'arrosage. Et ensuite, les consommateurs utilisent cette eau pour les différents usages que vous connaissez. Une première fois. Alors, ça dépend. En général, dans la nappe phréatique, on trouve une eau de bonne qualité. Plutôt ce qui est sûr, c'est que la qualité est systématiquement mesurée voilà. De manière à ce qu'elle passe les contrôles exigeants qui sont demandés par l'ARS. Et ensuite, une fois que cette eau sort au robinet du consommateur, l'usage, on l'utilise pour différents usages que vous connaissez tous. Et ensuite, elle disparaît au fond de l'évier, elle disparaît au fond de la douche. Et souvent, on se pose plus trop de questions d'où est-ce qu'elle va après. Et donc, elle va aux égouts. Et c'est-à-dire qu'il y a des équipes derrière qui s'occupent de faire en sorte que l'eau circule bien dans les égouts. Alors c'est facile lorsque le tuyau penche, l'eau s'écoule tranquillement le long de la pente, mais dans nos contrées, il y a parfois un peu de relief et du coup, il faut faire en sorte que l'eau descende, remonte à un autre point haut, redescende et inversement jusqu'à atteindre le bon point où elle pourra être traitée. C'est là qu'on a des équipes d'égoutiers, donc des personnes qui conduisent des camions hydrocureurs, des personnes qui s'y connaissent en électricité pour paramétrer des pompes de manière à ce que toute cette tuyauterie, c'est ce qu'on appelle un système de collecte, fonctionne correctement. Et ce système de collecte, le but c'est de collecter toute l'eau usée pour l'emmener dans une station d'épuration qui est un endroit où l'eau va pouvoir être lavée avant d'être restituée au milieu naturel. Et donc une station d'épuration en général, c'est un organe de traitement, c'est comme une sorte de foie qui va, avec des technologies qui sont souvent de pointe, traiter pour atteindre un niveau réglementaire qui est souvent imposé par la préfecture de qualité, histoire que l'eau soit de bonne qualité quand elle est rejetée dans le milieu naturel ensuite. Donc c'est entre le foie et le rein. Exactement. Un traitement à la fois chimique et filtration.
Exactement, c'est un peu ça, ouais, on peut dire ça, tout à fait. Et donc, c'est extrêmement important Ouais. que ces stations d'épuration soient performantes. Et elles font appel, vous l'avez dit, Ouais. à beaucoup de technologies, beaucoup de savoir-faire de vos équipes Mm. pour que cette eau soit traitée correctement avant d'être rejetée. Et c'est à chaque fois local, et Oui, ça répond à des enjeux locaux à chaque fois. Les stations d'épuration sont toutes différentes. oui, Et du coup, c'est pourquoi on a besoin de s'appuyer sur les intuitions et les décisions des politiques. bien sûr. Alors Voilà. justement, René Revol, comme président de la Régie des eaux pour la métropole Montpellier-Méditerranée Métropole, et puis expert de l'eau depuis des années, vous pouvez expliquer justement au grand public l'importance de bien gérer cette eau dans un circuit, dans une régie. Quel est l'impact pour la collectivité et ses habitants? Oui, alors c'est un enjeu considérable, puisque le cycle de l'eau qui vient d'être très bien décrit, je vais vous embaucher à la régie, hein, vous êtes un très bon pédagogue. Voilà. Donc, ce cycle de l'eau est aujourd'hui bouleversé par le dérèglement climatique. Bien sûr. Il faut donc qu'on ait une perspective et des investissements pour l'avenir qui nous permettent de mieux assurer les choses. Alors, on ne parle pas aujourd'hui de l'eau potable, c'est une première tranche. Et depuis le 1er janvier de cette année, maintenant, la régie est en responsabilité directe de l'assainissement en plus de l'eau potable. 1er janvier 2023. Et donc, dans ce cadre-là, il est absolument essentiel de voir, par exemple, sur notre territoire métropolitain, nous avons une douzaine de petites stations d'épuration qui sont essentiellement sur les marges est et les marges ouest Oui. de la métropole. Et nous avons une très grosse station, la station de Maera, qui a été construite en 2004-2005, et qui aujourd'hui, il s'agit de moderniser pour qu'elle puisse répondre aux défis d'aujourd'hui. Et les défis d'aujourd'hui, il y en a deux. Il y a un défi quantitatif, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la même population qu'en 2004-2005, et nous avons une prévision de développement de la population, même si celle-ci se ralentit, qui fait que nous devons avoir une capacité de traitement des eaux usées sur Maera qui réponde à un objectif. On utilise un terme que les gens ne comprennent pas très bien, c'est 695 000 équivalents habitants. Ça ne signifie pas nécessairement 695 000 habitants, parce que dedans, il y a l'hôpital, il y a les différentes activités professionnels, économiques, bien etc., sûr, qui les fait que l'équivalent, professionnels. c'est autour de 695 000. Or, Donc, c'est il faut qu'on soit... 695 000 équivalents habitants, c'est coté en besoin pour 695 000 équivalents équivalent. Voilà, d'habitants. c'est Parce ça. que, bien entendu, comme vous le disiez, un hôpital va utiliser Voilà. bien plus d'eau qu'un privé. En termes de population, on est autour d'un bassin dans lequel on pourra traiter jusqu'à 500 000 personnes qui habiteront sur cette surface. Ça, c'est l'attractivité de la métropole. Voilà, c'est hein. lié à l'attractivité de la métropole. Il faut qu'on réponde à ce besoin. Et ça me paraît important. Alors ça, c'est un défi quantitatif. Oui. Donc la modernisation qui est en cours aujourd'hui, qui a été engagée, vise à répondre à ce premier défi. Le deuxième défi, c'est un défi que je qualifierais de qualitatif. C'est-à-dire que la station d'épuration doit être particulièrement vertueuse. Hein, pourquoi ? D'abord parce que nous avons un défi du changement climatique. C'est un engagement fort. Voilà, donc il y a deux choses. Il y a premièrement une diminution de la ressource en eau. Vous savez que les prévisions disent que sur l'ensemble du grand bassin versant Rhône-Méditerranée, la ressource en eau va diminuer de 15% à l'horizon 2040. D'accord ? Donc vous ne pouvez pas dire, je laisse couler le robinet, je laisse faire, je peux utiliser de l'eau comme je veux. On verra bientôt. Je peux arroser, je peux faire ce que je veux. Non. Aujourd'hui, on est rentré dans un plan de sobriété pour l'eau et il ne s'agit pas d'être catastrophiste. On peut parfaitement maîtriser ce changement. Mais pour ça, il ne faut pas hésiter à utiliser d'autres ressources que la source de la nappe. Sur le bordure méditerranée, en dehors du Rhône et du delta du Rhône, nous utilisons que les nappes parce que nos cours d'eau, l'Aise, l'Orbe, tout ça, sont insuffisants en termes de débit. Oui, le débit. On est obligé de rajouter d'ailleurs de l'eau régulièrement dedans pour maintenir la biodiversité. Donc on utilise la nappe. Cette nappe va diminuer de 15%. Il faut donc qu'on l'utilise de manière rationnelle. Okay ? Et pour ça, il faut que d'autres usages puissent être utilisés. Alors, jusqu'à maintenant, on a souvent utilisé l'eau du Bas-Rhône, voilà, ce qui est tout à fait normal, mais voilà, celui-ci aussi va se limiter le Rhône. Hein. Donc il faut absolument trouver d'autres ressources. D'où l'idée d'une réutilisation des eaux usées une fois que celles-ci sont traitées. Et il y a différents niveaux de traitement que les techniciens connaissent
très bien, que nous allons tester là avec un programme qui est en cours, et nous allons le tester sur différentes stations d'épuration, dont Maera, pour voir comment on peut utiliser cette eau. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Et cette eau, elle peut être utilisée. Je vous donne un exemple très concret, si vous voulez. L'immense majorité des villes de France, à part Paris et une ou deux autres, nettoient leur voirie avec de l'eau potable. Bon, ça, c'est pas... Voilà, il faut... Ça, c'est vraiment étonnant et c'est un peu aberrant maintenant. Haussmann, au 19e siècle, quand il a refait Paris, il a mis des tuyaux d'eau, l'eau venant de la Seine. Et puis, vous voyez à Paris que ce n'est pas du tout l'eau potable qui est utilisée. Donc, partout en France, il faut qu'on trouve des moyens autres que l'eau potable pour nettoyer les rues avec une eau, quand même, de qualité, pour qu'elle soit pas dangereuse pour la santé humaine. Bien entendu. Donc, voilà. Donc là, l'idée, moi, mon rêve, c'est qu'ici, là, on est à Maera, vous avez des camions-citernes qui arrivent, qui récupèrent de l'eau et qui vont nettoyer Latte, Pérols, le sud de Montpellier. C'est ça, en 2027, c'est ça qui se fera. D'accord ? Donc, il faut qu'on aille vers ça. Donc il y a un défi, là. Pour les auditeurs, la qualité de l'eau est complètement vérifiée, gérée, avec des standards qui sont donnés par l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui vérifie vraiment ces éléments-là, avec aussi des relations avec la préfecture pour la bonne utilisation de cette eau. Alors, d'ores et déjà, nous avons des vérifications fréquentes. Par exemple, je vous donne un chiffre. Pour l'eau potable, on en parle beaucoup, il y a actuellement 2000 prélèvements par an et d'analyses sur l'ensemble du réseau. À la source du Lez, à l'usine Arago qui traite cette source du Lez à Montpellier, et chez l'habitant. 2000. Ça signifie que, en gros, on a une dizaine de jours ouvrables, à peu près une dizaine par jour. Donc ça nous permet de suivre, et sur ces 10 000, on a 99,6% de signalement, tout est normal. Voilà. Et on a 0,4%, on ne dépasse pas les normes sur tous les sujets, sur quelques sujets qu'on traite. Donc ça sera pareil pour l'eau usée traitée. Elle sera vérifiée. On va vérifier tout ça, ça veut dire René Revol et Noé de Bonaventure, il y a des équipes qui vérifient, des équipes de recherche, des équipes qui mesurent régulièrement et qui font des corrélations avec les sources, s'il y a une eau qui est un peu moins, qu'il faut purifier plus, d'où ça vient, etc. Il y a une vraie analyse. Alors, je pense qu'il y a quand même deux sujets. On fait un parallèle parce qu'il est intéressant. Il y a le sujet de l'analyse de l'eau potable. Et là, pour le coup, monsieur Revol a très bien décrit comment ça se faisait et les tests que l'on fait, tout gestionnaire de réseau d'eau potable les fait. Et il y a le sujet, et il ne faut pas confondre les deux parce que sinon c'est source de confusion pour les consommateurs. Et il y a le sujet des réglementations qui sont vues avec les eaux usées qui répondent d'une part à une réglementation relative au milieu naturel, parce que par exemple, je peux rejeter une eau avec du nitrate dedans, ce sera plutôt bon pour l'écosystème, dans une certaine mesure, avec un certain équilibre, à chaque fois est défini localement par la préfecture. Et donc ça, c'est la première partie. Et d'autre part, dès lors qu'on lance un projet de réutilisation des eaux usées traitées, donc il y a toute la partie de la calibration de l'usage. Est-ce que c'est pour de l'irrigation ? Est-ce que c'est pour le nettoyage de rue ? Est-ce que c'est pour, par exemple, pire encore que le nettoyage de rue, c'est quand on utilise de l'eau potable pour déboucher les égouts. Alors là, mais bon, ça arrive aussi. Et en fonction du projet que je monte, je fais un dossier que j'envoie à la préfecture qui est validé et qui doit systématiquement comporter une analyse des risques et un suivi des risques sur la durée. C'est des expérimentations qui sont conduites pour 5 ans. Alors, 5 ans, c'est à la fois une bonne durée d'expérimentation, à la fois un peu court pour faire des investissements, parce que sur la durée, 5 ans, c'est quand même un petit peu court. Mais tout de même, c'est un levier qu'on a aujourd'hui pour lancer des projets et on ne fait jamais de projet sans analyse de risque. Et bien sûr, il faut pas s'y méprendre. Si jamais, sur certains usages, c'est compliqué à faire, par exemple, de mettre dans des lieux accueillants du public de l'eau usée dans les toilettes, effectivement, si quelqu'un, que ce soit un enfant ou quelqu'un qui, je ne sais pas pour quelle raison, une mouche le pique, décide de se laver avec l'eau des toilettes, et on ne peut pas maîtriser. Bien sûr. Et en fait, cette personne-là peut potentiellement... et donc, c'est là où il faut à chaque fois qu'il y ait une analyse, il faut à chaque fois penser au vecteur comportemental, un cadre d'usage. Et en fonction des cadres d'usage, par contre, je pense qu'il y a une autoroute et qu'il y a un potentiel immense. Voilà. Bien sûr, René Revol. Si vous allez à Singapour, le conseil d'aller à Singapour, c'est un univers assez particulier, très urbain, avec beaucoup de population.
eh bien, les eaux usées traitées à un niveau de performance élevé Oui. sont utilisées dans les toilettes. Parce qu'ils ont un problème de ressources en eau. Bien On est sûr. dans un pays un peu tropical là-bas. Donc, vous voyez, donc je pense qu'aujourd'hui, on a des pays développés. Singapour est un pays développé aujourd'hui, qui savent utiliser ça. Donc notre objectif à nous, c'est de faire que on puisse. Alors, il y a une législation, on va y aller doucement, parce Bien qu'on n'est sûr. pas dans le même univers urbain que Singapour. Il faudra s'adapter à chaque localité, mais c'est très important d'arriver à utiliser cette eau. Alors, je rajoute autre chose. L'eau usée traitée, elle sert au milieu naturel actuellement. Donc, si vous êtes... Bon, voilà, moi, je suis à Gravelle. Vous savez que la Mosson passe à Gravelle. Lorsqu'il y a l'étiage de l'été, le plus bas, 50% de l'eau de la Mosson, c'est la station d'épuration de Saint-Gély. Donc, si Jean-Louis vient me voir et me dit « on met plus d'eau », eh ben, ça signifie qu'en période de sécheresse, la Mosson, je la traverse à pied, hein, Oui. et que ça signifie que la biodiversité et l'équilibre, et je développe la sécheresse. Donc, il faut trouver un équilibre. Dans les petites stations qui renvoient sur le milieu naturel, il faut être très prudent et bien réfléchir à l'équilibre écologique. Par contre, ici, là où nous sommes à Maïra, par an, il sort 28 millions de mètres cubes, on les envoie où? À 10 km en mer. Bon, c'est un choix qui est raisonnable, qui se fait dans toutes les bordures marines. Oui. Donc c'est ici qu'on peut faire de la réutilisation, parce que sur 28 millions de mètres cubes, il y a de quoi faire quand même. Hein. On peut en Bien prendre sûr. plusieurs. Surtout Bien que la mer, elle va monter, je vois pas l'intérêt de lui rajouter toujours des mètres cubes, d'accord? Donc voilà, on peut réfléchir à ça ici. Donc c'est un enjeu sur Maïra On très voit intéressant. vraiment les défis de Maïra, là, à la fois sur une utilisation vertueuse de l'eau, son possible recyclage pour réutilisation, le tout étant vraiment cadré en termes de sécurité d'usage et sécurité pour la santé du public. Donc c'est vraiment important de spécifier cela. Juste rajouter aussi, et c'est dit avec d'autres mots, mais j'aime bien cette manière-là de présenter les choses, que lorsqu'on est en bord de mer, tout à fait en bord de mer, c'est la dernière chance d'utiliser l'eau douce. Et j'ai envie de tordre le cou à une Oui, idée c'est qui est vrai. assez répandue aujourd'hui. Les gens disent, mais on a la mer, pourquoi est-ce qu'on désalinise pas? Ils le font bien là-bas, dans tous Ouais. ces pays. Voilà. Ouais. Et en fait, il faut quand même pas oublier que le sel, lorsqu'il se dissout dans l'eau, c'est NaCl. Ça veut dire qu'il se dissout et ça devient des ions. Bon, je rentre pas dans les détails Ouais. techniques, je vois Perla qui me regarde, mais Au secours. lorsque un On va ion, parler de chlore. lorsqu'un ion est dissous dans l'eau, Ouais. il devient plus intime à l'eau que l'eau elle-même. Ouais. Il devient tellement lié à l'eau que pour l'enlever, eh ben, il faut faire C'est passer dans des complexe. membranes de nanofiltration. Et plus les membranes sont fines, plus il faut de l'énergie pour pousser dedans. C'est comme un tuyau très très fin. Exact. Et du coup, cette dépense énergétique, il faut bien peser le pour et le contre. Et très souvent, on nous dit, mais plutôt que de réutiliser les eaux usées traitées, désaliniser. Et en fait, dans un certain nombre de cas, enfin même dans tous les Ça cas, n'est pas le sel adéquat. est tellement fin qu'il nécessite plus de puissance de traitement que les pollutions qu'on a pu rajouter, Donc, peut-être avec un usage normal de l'eau. C'est une vraie fausse Voilà. solution. Ça dépend des endroits. Ça dépend de l'endroit, Voilà. Mais effectivement. ici, c'est plutôt effectivement une solution qu'on ne va pas Alors, privilégier tout de suite. On voit bien faire face à la croissance démographique, faire face au dérèglement climatique avec de nouveaux usages et aussi, on va le voir tout à l'heure, des investissements forts, hein, bien sûr. Améliorer le cadre de vie des riverains aussi, on va en parler. Je pense que c'est extrêmement important parce que dans l'énorme plan de financement là, que vous mettez en place, René Revol, il y a toute une partie qui est destinée à enlever le bruit, mettre sous couvert toutes les installations, donc désodoriser, etc. C'est important que les gens l'entendent, ça, que c'est Oui, une préoccupation et un objectif. Je commence par ça parce que ça fait partie d'un des objectifs majeurs. voilà. Donc là, on est à la radio, donc on ne peut pas vous transmettre les odeurs. D'accord? Donc c'est ça. Pas pour l'instant. Mais il y a des odeurs autour. Donc les gens se sont habitués, certes, mais c'est les odeurs. Donc notre objectif dans cet investissement, c'est d'aboutir à une désodorisation maximale de cette zone. Ça, c'est une première chose. Mais il faut bien comprendre qu'une station d'épuration, c'est la séparation entre des boues et des eaux. Donc on a parlé des eaux. Avant, il y a un circuit hydraulique qu'on gère, qu'on en a parlé. Et de l'autre côté, il y a les boues qu'il faut sécher, d'accord, et qu'il faut traiter pour qu'elles les dépolluer au maximum. Et à la fin, nous lançons une enquête publique à partir du début de l'année prochaine, en 2024, qui a pour objectif d'installer une unité de valorisation énergétique qui fait que ces boues seront une ressource au lieu... Alors qu'actuellement, ces boues, qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans des camions
et on les emmène dans des décharges qui servent à ça, pour traitement, etc. Donc il y a des camions qui circulent, plus tous les le jours. fait d'accumuler du Tous les déchet jours. Donc il y a quelque les odeurs et il y a part. Ouais. la nuisance. Quand on discute, on discute très sérieusement avec l'environnement. Je tiens à saluer ici tous les habitants qui sont autour de la station, avec qui, autant Veolia que on discute régulièrement avec eux, parce que Il y on a un sent vrai bien, dialogue. on est en milieu urbain, Bien périurbain, donc c'est important. Eh bien, la principale nuisance pour ces personnes, c'est les camions permanents sur la route, quoi. Donc, si on traite les boues en interne, il y a 2 avantages. Premier avantage, c'est que en termes de camions, il y en aura beaucoup moins, 2-3 par Bien mois, sûr. au lieu d'en avoir 2-3 par jour. Donc ça change beaucoup. Et en termes d'émissions de CO2, C'est énorme. le bilan bien sûr. carbone est différent. Et deuxième aspect, nous utilisons ces boues pour produire de l'énergie, alors qu'aujourd'hui, la station d'épuration dépense à peu près 1 200 000, je crois, c'est autour de ça, d'argent par an pour payer de l'énergie qu'elle utilise. Là, elle deviendra positive. C'est-à-dire Donc, qu'elle vendra plus d'énergie qu'elle en consomme. Donc elle va déjà fournir sa propre consommation 2 fois plus que ce dont elle a besoin pour sa consommation. Exactement. Et cette énergie-là va être vendue. Oui, et entre autres, il y a un élément intéressant, c'est que là, ça va rentrer dans un cycle de chauffage, et il y a plus de 7000 logements qui, ici, vont être chauffés avec la chaleur qui sera produite par la station. Ce qui signifie qu'on crée un réseau de chaleur, et que par là même, on fait des économies d'énergie considérables. Voilà. C'est important, produire de l'énergie renouvelable, diminuer l'empreinte carbone, alimenter des foyers en gaz aussi. Ça, Alors, on va poser Ouais. la question à Noé, justement. Ces sauts de technologie pour précisément produire de l'énergie, utiliser de l'énergie autrement, etc. Pour Veolia, c'est, je suppose, un investissement important en sciences, en scientifique, en technique, en ingénierat, pour arriver à ce résultat-là. Alors, je suis représentant de Veolia localement, je vais vous parler Oui. local, et en l'occurrence de ce projet. Sur ce projet, en fait, ce qui a été très intéressant, c'était de considérer quelque chose qui était une sorte de, enfin voilà, peut-être dans les esprits, comme une sorte de décharge dans lequel Oui. on mettait ce dont on ne voulait pas, et de transformer cet endroit qui était considéré comme une déchetterie en ressourcerie. Et ça veut dire que quelque part, quelque chose dont personne ne veut, on crée des ressources à partir de ça et de l'énergie. Alors, comment est-ce qu'on fait de l'énergie ? Ça, c'est peut-être la question aux C'est techniciens. intéressant pour... Le premier vecteur pour faire de l'énergie, c'est que dans les eaux usées et ensuite dans les boues, il y a du méthane. Pour que ce méthane puisse sortir des boues, il faut qu'on le fasse passer dans un outil, qui est un outil qui mesure une dizaine de mètres de haut et Oui. enfin voilà, qui fait une taille imposante. Et vous pourrez à la fin des travaux visiter Maera pour ceux qui habitent dans le coin et vous viendrez voir. Et en fait, c'est un outil qui permet de dégazer les boues et de faire en sorte qu'on récupère ce gaz, qu'on le fait passer dans des filtres à charbon actifs et qu'ensuite on est en mesure de le réinjecter dans le réseau de gaz des habitants. C'est comme ça qu'on fera du chauffage. Et deuxième manière de faire de l'énergie, c'est que l'eau usée, quand elle sort des habitations qui sont chauffées, eh ben, elle peut potentiellement transmettre sa chaleur via un échangeur parce que elle est à température ambiante, je sais pas, 25 degrés. Et On peut récupérer cette chaleur. Lorsqu'on est en hiver et qu'il fait 5 degrés dehors, Ouais. et ben en fait, on peut récupérer cette chaleur. On s'en sert par exemple en lien avec la Serme à la clinique Beau Soleil. Un échangeur aussi, du coup, qui est un projet monté par Veolia, mais par d'autres équipes. Et troisième manière de faire de l'énergie dans une station d'épuration, vous avez la possibilité, si jamais on utilise une unité de valorisation énergétique pour les boues, c'est de produire de la chaleur et ensuite faire un réseau de chaleur à partir de ces boues. Quatrième manière de faire de l'énergie, c'est par exemple de mettre des panneaux solaires, mais ça tout le monde connaît. Et en fait, lorsqu'on est exploitant, donc la régie a pour prestataire Veolia sur l'exploitation pour qu'on puisse à la fois construire et assumer pendant quelques années la bonne gestion de la station pour montrer qu'elle fonctionne, et ben nous, ce qu'on fait, cette station, elle est pilotée au ratio énergétique. D'accord. On surveille toutes les dépenses énergétiques, on surveille toutes les ressources d'énergie qu'on produit C'est pour le faire en marqueur. sorte que C'est le marqueur. Et on a un sacré enjeu parce que pour le coup, la Régie des eaux nous a mis des objectifs extrêmement ambitieux à atteindre pour que ce ratio soit tenu. Voilà. Et donc, on a un enjeu de performance et toute la chaîne hiérarchique,
jusqu'à, enfin, de la personne qui travaille au quotidien, la personne qui manage l'usine et jusqu'au directeur local, eh ben, on est extrêmement attentif à ce ratio d'énergie. Tout le monde est dédié à cet objectif. Alors, c'est quand même 4 ans de travaux prévus. Un budget de 165 millions d'euros, si je ne me trompe pas. C'est ça, 165 millions d'euros. C'est énorme, hein, oui. Et avec une visée d'excellence derrière, en disant ça va être un pilote. Alors, René Revol, ça va être un modèle national. Oui, alors je vais dans le même sens que ce que vous disiez. Jusqu'à maintenant, les stations d'épuration, jusqu'aux années 2010 à peu près, il fallait les cacher. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'était pas beau, comme vous avez dit, une déchetterie. Il ne faut pas les voir. On les met ailleurs. Et ça correspond à une mentalité qui fait que les gens, quand ils tirent sur leur chasse d'eau, ils s'en foutent complètement de où ça va. Par contre, quand l'eau rentre chez eux, ils sont très intéressés. Donc là, on change de problématique. Oui. Hein, on change de façon de voir le monde. C'est-à-dire qu'on a décidé de mettre le regard dessus et de le faire avec les gens. Donc ce lieu, là où vous êtes, va être aussi un lieu pédagogique. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura dans le projet, il est prévu la visite, comment on fait venir les élèves, comment on fait venir la population. Il faut que les gens se saisissent de ça. Donc voilà ce qu'on va le faire. Deuxièmement, ça va être exemplaire sur le plan scientifique. Ici, il y a déjà d'ailleurs des laboratoires et il y aura encore plus de laboratoires. On va faire des expérimentations. Une partie du toit va être utilisée pour des cultures pour cultiver, expérimentales qu'on peut faire avec l'eau usée une fois traitée. Il y a tout cet aspect dans le projet qui fait qu'en fait, on passe d'un monde où on cachait la station d'épuration à un monde aujourd'hui où on la met au centre de notre dispositif. Il faudrait que les gens s'intéressent autant à Maera qu'ils s'intéressent à la qualité de la source du Lez, qui est notre petit trésor local. Vous voyez, c'est ça. C'est important, il faut qu'ils s'y intéressent. Vous le disiez, vous allez sensibiliser le public. Noé, c'est important ce point-là? Alors, par là, on a l'habitude des émissions. Tu sais que mon épouse est prof de français. Et comme je suis en présence d'un prof, je me lance dans une petite anecdote. Quand je lui ai dit, écoute, je suis en train de réfléchir à comment répondre au mieux aux enjeux de la ville de Montpellier, de la métropole de Montpellier et de la régie des eaux, dans le cahier des charges qui est sorti il y a 1 an et demi. Et je lui ai demandé, t'as pas une idée de devise issue de la littérature ou quoi? Et elle m'a dit, écoute, dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire, il y a un vers qui est le suivant. Alors je l'ai appris, il faut pas que je l'oublie, c'est le moment de vérité. Tel un parfait chimiste, j'ai de chaque chose extrait la quintessence. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. J'ai trouvé ça génial. C'est magnifique. Mais malheureusement, ça n'a pas été retenu au fil des brainstorming, etc. Mais bon, aujourd'hui, je suis content de pouvoir le dire. Et je trouve que c'est intéressant parce que faire d'une usine qui d'habitude est en périphérie et cachée, un outil pédagogique, et ça c'était une volonté forte aussi des contraintes qui ont été demandées par le pouvoir politique, c'est vraiment d'insister sur le parcours pédagogique, le circuit, l'intégration paysagère. Les gens aujourd'hui peuvent circuler le long des rives du Lez, il y a énormément de monde qui circule tous les jours. Beaucoup. Il y a un panneau qui explique, il y en a 2, voilà. Donc de la pédagogie. Exactement, beaucoup de pédagogie, des visites quand ce sera prêt, pas pendant la phase de chantier, parce qu'il y a des enjeux de sécurité, mais tout de même. Donc montrer aux gens, en fait, qu'ils sont les premiers bénéficiaires de cette démarche et qu'elle est à la fois bénéficiaire pour les individus, les foyers, et pour le territoire. Absolument. Alors là aussi, je voudrais en profiter parce qu'il y a dans ceux qui nous écoutent, il y a aussi les habitants de Latte. Bien sûr. Et nous avons pris un engagement lorsqu'on a fait cette station d'épuration et ce projet de modernisation. C'est que la station d'épuration ne s'étendrait pas. D'ailleurs, sur le plan foncier, elle reste sur le site foncier qui est le sien. Ça, c'est très important. Donc le même empattement. Voilà. Et que ça ne va pas devenir le centre de recollement de toutes les boues de toute la région. Non, ça reste dans le dispositif et dans le système qui est actuel. Simplement, on se prépare pour pouvoir accueillir cette population plus nombreuse. Donc c'est quelque chose de tout à fait important. Noé, c'est ce défi de faire avec la même surface, finalement, beaucoup plus. Il y a beaucoup de défis liés à ça. Voilà. Et je parle de ça avec beaucoup d'humilité parce que moi, je suis exploitant. Ceux qui ont conçu la station dans nos équipes, dans les équipes du groupe, en fait, c'est des personnes qui ont dû réfléchir à comment je fais. Si j'ai plusieurs étages, pour sortir une pompe, de manière, d'habitude, quand on n'a qu'un seul étage, je prends la pompe, j'arrive avec un camion grue, je sors. Et en fait, là, toute l'exploitation est pensée pour être condensée, pour prendre un minimum d'espace foncier, d'une part, ça c'est clair.
Et ensuite, il y a autre chose à gérer, c'est que la station d'épuration aujourd'hui, elle fonctionne, elle reçoit tous les jours des eaux usées, enfin des eaux des égouts, pour parler de manière encore plus claire. Et pendant toute la durée des chantiers, elle continue de recevoir ces eaux des égouts. Et dans le futur, elle continuera. Mais donc, on utilise un espace, on construit une station sur ce même espace, et pendant toute la durée des travaux, on continue de recevoir de l'eau usée tous les jours. Donc un vrai défi. Et ça, en termes de continuité de service, c'est pour ça que pour le coup, en exploitation, on est très concerné par tous ces travaux. C'est que de temps en temps, on doit arrêter un ouvrage, il doit être démoli, on doit en reconstruire un. C'est ce qu'on appelle le phasage. Et ce phasage-là, ça nécessite de travailler avec les riverains, avec les élus, avec la régie, tout le monde, avec les exploitants, avec les entreprises de construction, avec toutes les entreprises du groupement qui sont impliquées aujourd'hui. À ce jour, au jour où je vous parle, il y a une centaine de personnes qui travaillent sur la station. Donc, c'est aussi un impact, notamment pour les entreprises du territoire, qui est important. Et donc, toutes ces personnes collaborent autour d'un phasage, un planning. Et il faut que chacun joue sa partition pour qu'on puisse y arriver. Bonaventure, ça a dû créer une sacrée motivation dans les équipes, quand même, de dire on va être pilote là-dessus. Là. Ce projet, c'est un projet exceptionnel. Après, nous, on n'en est pas à l'initiative. On exécute, on propose des solutions qui sont sur étagère. On en invente d'autres aussi. Et après, l'idée, c'est de réussir à collaborer avec tout le monde parce que c'est des projets qui nous dépassent, qui nous dépasseront aussi, on l'espère, dans le temps. En tout cas, si on limite à un maximum les nuisances, si on permet de protéger l'environnement, c'est sûr que c'est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, même à notre petite échelle, dans un projet commun, pourra marquer un peu l'histoire. Donc, rendez-vous 2028, René Revol 2027. 2027, décembre, 31 décembre. J'ai cru qu'on avait un an en plus. Et donc, ça a commencé fin 23, c'est ça? En 2023, ça a commencé au milieu de l'année. Vous voyez, en vous promenant, le chantier a bien commencé. Donc, René Revol, cette collaboration publique-privée avec des synergies comme ça, une ligne politique, une exigence qui est donnée par le public, avec justement des entreprises qui reprennent la balle au bond pour passer un cap aussi technique et autres. C'est la vraie solution, là, pour l'intérêt général du territoire? Oui, c'est-à-dire qu'on défend une conception assez simple, c'est que la gestion, proprement dit, doit être dominée par les représentants du service public. Si on a mis en place la régie, ce n'était pas dans l'objectif de chasser les industriels, c'était de les encadrer dans un dispositif global. Oui. Et quand on me dit, mais alors, Veolia fait toujours quelque chose, mais Veolia est un industriel. Donc là, ils ont passé il y a eu un marché, ça s'appelle un marché global de performance, qui a été avec une compétition, et c'est les meilleurs qui ont gagné. La solution proposée par Veolia a été retenue. Il y avait un jury, tout ça, et donc Veolia a l'exploitation sur 9 ans, c'est ça qu'il s'agit. Donc l'exploitation pendant les travaux, M. Bonaventure vient de nous expliquer à quel point c'était un vrai défi complexe, de gérer la station avec ses effluents au quotidien, tout en construisant la nouvelle station. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, une fois que les travaux sont terminés, pendant les 5 ans suivants, eh bien, il gère, c'est-à-dire que c'est un industriel, il investit et il gère le risque à son investissement. Bien sûr. Et ensuite, eh bien, dans 9 ans, on verra le mode d'exploitation qui sera en place. D'accord ? Mais il était indispensable de le faire. Et je tiens ici à saluer le travail de concertation très étroit qu'il y a entre les équipes de la régie et les industriels sur place qui savent, il y a une certaine, je ne sais pas comment vous dire, cet aspect-là, ce qui se passe à Maera, je le vois moi à travers les équipes de la régie. Il y a une sorte d'euphorie. On fait quelque chose, ça a dû motiver tout le monde. Voilà, on fait quelque chose d'incroyable, quoi. Donc avant, si vous voulez, il y avait souvent une culture du contrôle. On contrôle ce que fait le délégataire, on contrôle ceci, on contrôle cela. On a là, on contrôle toujours. Mais derrière, il y a une idée de l'amélioration. Il y a des idées qui viennent de Veolia et des idées qui viennent de nous. Puis on cherche à le faire. Donc on est dans cette dynamique aujourd'hui sur la station d'épuration. Je suppose qu'à la régie aussi, les gens sont très enthousiaste par cette démarche, par cette aventure. Ah, tout à fait. À la régie, vous savez, il y a des ingénieurs. C'est quand j'ai fait la blague au début en disant que je l'embauchais à la régie. Bon, il y a des gens qui viennent de Suez, de Veolia. Non, combien il y a de monde à la régie? Qui viennent de Suez, viennent de Veolia. C'est un métier. Combien il y a de monde à la régie? Aujourd'hui, avec tout, on va approcher des 200. Quand même, c'est bien.
Voilà, il y a 200 personnes à la régie. Mais Ok. on s'occupe de beaucoup de choses. Hein. Bien sûr. On s'occupe aussi de la défense incendie, on s'occupe de Voilà. l'assainissement non collectif chez les particuliers, on s'occupe de l'eau brute, on s'occupe de l'eau potable. Voilà. Voilà, Alors justement, si on peut passer quelques minutes sur la réutilisation des eaux pour le grand public, c'est important. Vous avez évoqué les incendies, par exemple. Est-ce que c'est un domaine où justement c'est de l'eau traitée qui peut être réutilisée comme ça pour les incendies ou pour on a des les lavages d'usines ou des voilà, choses. on a des obstacles, on l'avait dit au début, réglementaires. Oui. Hein, quand on dit réglementaire, les gens ils trouvent que c'est mauvais. Non, le règlement, c'est la traduction à travers des règles de nos normes à la fois sanitaires et environnementales. Donc Bien les sûr. règlements sont très utiles. Aujourd'hui, dans les règlements actuels, la réutilisation des eaux usées traitées est particulièrement contenue en Oui, France. oui, Hein, oui. et pour ça, on est à 0,6 ou 0,5% de réutilisation, alors que l'Espagne est à 18%. Ou voilà. Donc l'idée, c'est d'augmenter. Mais le législateur va Alors, avancer là-dessus. actuellement, vous avez un procédé qui a commencé au mois d'août, sous l'impulsion du ministère de l'écologie, de réécriture les arrêtés d'autorisation. Voilà. Donc, c'est très compliqué, il faut le faire, et ça va s'achever là à la fin de l'année. Et avec ce nouveau dossier réglementaire, ces normes réglementaires, nous allons développer la réutilisation dans tout le pays. Donc là, il y a toute une série de projets qui sont financés par l'Agence de l'eau. Moi, je suis membre du bureau du comité de bassin Rhône-Méditerranée. Et donc l'Agence de l'eau va développer une cinquantaine de projets. Dans ces 50 projets, il y a Veolia. Il y a Très bien. Maïra. Maïra Et voilà. ici, Et donc, qui il y va a faire Maïra. partie de ce projet structurant Absolument. au niveau de la gestion Alors, on de va l'eau. rester dans le cas. Alors, par exemple, vous me parlez des réseaux. Pas loin, là, il y a des réseaux de BRL. Oui, BRL, c'est l'eau du Baronne qui est traitée, qui ensuite circule et qui va au-delà de Fabrègues, par là-bas, et avec lequel on peut faire de l'eau potable, de l'eau du Rhône, on peut faire, etc. Or, il y a une partie de ces réseaux qui ne sont pas utilisés. Donc, on est en train de négocier une convention avec BRL pour que, éventuellement, on puisse utiliser ces réseaux pour notre réseau d'eau traitée. Donc, on va travailler et d'ici 2027. Et en 2027, une partie de ce réseau utilisera à ce moment-là. Je pourrai le raccorder, si la réglementation me le permet, aujourd'hui elle ne le permet pas encore, à la défense incendie. Parce que Voilà. quand je vois, vous savez, on est en zone d'incendie. Chez moi, il y a 8 les hectares. tonnes d'eau, ben, vous avez été En échaudé. 2020, là, voilà, il y a un ouais. incendie énorme qui a eu lieu aussi en 2017, un autre en 2022. Et que je demande aux pompiers combien vous avez dépensé d'eau D'eau. potable. C'est de l'eau potable. Bien Ah, sûr. Un incendie de 3 jours, il dépense le quart de la consommation de Grabel en un an. Voilà. Donc, C'est étonnant. quoi, hein, heureusement qu'on a cette eau, parce que sinon Oui. on brûlerait tous. Hein. bien Mais sûr. il faut qu'on change les choses et qu'on puisse utiliser ce réseau d'eau. Donc, c'est pas pour demain, c'est des chantiers. Je ne peux pas faire partir de l'eau qui sort de Maïra ici pour l'amener, pour arroser le golfe de Juvignac, ce Oui. qui serait une bonne idée, Ça parce que serait bien, l'eau de oui. nappe, il n'a pas l'eau potable, Juvignac, c'est l'eau de nappe qu'il utilise, mais ça serait mieux que de l'eau de nappe. Simplement, l'investissement en tuyaux est considérable. Bien Donc je sûr. préfère qu'il y ait un développement d'une sobriété sur les golfs plutôt que voilà. Mais on Avec peut pas. Par contre, là tout autour, toute la plaine basse de la métropole de Montpellier, eh bien on pourrait parfaitement utiliser cette eau. Voilà. Donc, on voit bien que la nécessité et le dérèglement climatique, la prise de conscience aussi de notre rôle dans ce maintien de la planète fait que la réglementation va avancer comme la recherche et comme la technologie industrielle, etc. On va tous se dédier à ça. Et donc, et avec une population qui de plus en plus va être sensibilisée. C'est important, René Revol, ça? C'est central. Alors, moi, j'ai une épouse qui est professeure des écoles. Voilà, on a tous les deux. Voilà, on est central. Et qui actuellement, voilà, elle me dit qu'il y a un vrai changement dans la mentalité des enfants. Oui. Nous, on fait beaucoup d'actions pédagogiques, on le voit. Le cycle de l'eau peut s'enseigner Oui. de manière très différente. Vous avez le CIB, là, le syndicat du bassin ici, qui a fait une petite maquette qui arrive dans les classes. Bon, le cycle de l'eau, c'est simple. Hein, vous avez la terre qui est comme ça, là, vous avez la mer. Il y a des évaporations, et il pleut sur la terre et ça revient. Oui. Et nous, on utilise cette eau. Donc, il y a une présence de l'homme qui utilise cette eau et qui ensuite la rejette. D'accord ? Donc, ça, les enfants le comprennent. Et donc, maintenant, c'est la population. Alors, vous savez, si vous faites une action pédagogique dans une classe de CM1, CM2, dans laquelle vous dites, vous allez mesurer l'eau, d'accord ? Et vous allez mesurer la consommation. Donc, ils vont au compteur, ils mesurent, avec l'accord de leur famille, bien Oui. sûr.
Et puis, voilà, le matin, quand on voit que le papa il est en train de se raser, que ça coule en permanence l'eau chaude pour nettoyer le rasoir, on lui dit non, tu arrêtes à chaque fois. Voilà, donc, Et tout le monde prend conscience oui, des bons voilà, il y a gestes. des parents le jour qui sont nus. Vous avez transformé mon fils en dictateur. Maintenant, on n'a plus le droit d'ouvrir le robinet quand on veut. Et en rigolant, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est un Bien changement des mentalités en passant par les enfants, en passant par de la pédagogie auprès. Quand on discute, les gens maintenant, ils sont tous en train de se poser la question comment ils peuvent faire de l'autogénération avec leurs panneaux photovoltaïques. Hein. Voilà, c'est passé. Maintenant, on sent que les gens y pensent. Bah, de la même manière, ils doivent penser à l'eau. Par exemple, il y a des petits instruments qui vous permettent d'avoir une diffusion de l'eau qui soit moins abondante modérée. à la douche, dans les WC, etc. Et je vois que les gens commencent à le faire. Et Donc nous, on va mener des actions. sans gêner l'usage, en fait. Hein. Sans gêner l'usage. Voilà, Voilà, Noé, ça avance vite, les mentalités, pour vous. Alors, Hein. Vous sentez que ça bouge, là, derrière vous Alors, si on sentait pas que ça bouge, on le ferait pas, on serait désespéré. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ça prend du temps parce que si les gens on leur dit quoi faire sans respecter leur liberté, ils le feront pas. Bien Et sûr. du coup, il faut expliquer, sans prendre les gens pour des idiots, ce qui se passe, la réalité des contraintes à laquelle nous sommes tous soumis. Et je pense à deux choses. La première, c'est une bande dessinée à laquelle j'ai contribué puisque j'ai écrit le scénario. Ah, magnifique. Ouais. l'auteur du scénario. Le scénario avec François Lacour, une autre personne de Veolia. Et puis on a fait dessiner ça par un spécialiste. Mais Quelle bonne idée. Mais alors, je veux juste vous raconter la petite anecdote, puisqu'il était 21h et on était en train de se prendre la tête sur qu'est-ce qu'on a envie de dire dans cette bande dessinée, qu'est-ce qu'il faut dire. Et lui, il a un enfant, donc François Lacour, d'environ 5 ans, et il a testé, il a posé quelques questions. Puis au bout d'un moment, l'idée est venue. La première page, il faut que ce soit une cuvette de toilette, une chasse en train de couler, et l'enfant qui regarde en se disant mais où est-ce que ça va tout ça. Voilà. Bon, ça c'est juste pour la petite anecdote. Après, je pense que la sensibilisation ça passe par là. Après, les enfants, ils ont aussi une éducation à avoir. C'est pas eux qui vont faire l'éducation de leurs parents. Il faut pas non plus. Mais c'est un levier important pour transformer les cultures des familles et du coup les cultures de la cité. C'est souvent un levier de prise de conscience pour les parents en disant je ne peux pas passer le message à mon enfant que je ne gère pas ça en fait. Exactement. Voilà. Donc, j'ai une autre expérimentation en stock qui a été faite en lien avec le syndicat mixte Garrigue Campagne, qui est un syndicat qui s'occupe d'un certain nombre de communes, dont une partie qui sont sur le côté droit de la métropole de Montpellier, et dont la commune de Castries, dans laquelle il y a une petite école, dans laquelle il y a eu un projet qui a été fait en lien avec l'ALEC, donc l'Agence locale énergie-climat de Montpellier, en lien avec le syndicat mixte de Garrigue Campagne, et en lien avec Veolia pour les données de télérelevé. Et en fait, il y a eu une sensibilisation qui a été faite des enfants, avec des mesures qui étaient faites tous les mois de consommation pour faire une sorte de concours entre les familles. Et c'était un jeu, ça a duré quelques mois. Les résultats ont été intéressants. Et c'est un outil qu'on peut. Quand même. Hein. Oui. c'est vrai que parfois ils peuvent aller un peu trop loin. Hein. Non, mais il y avait ça. Et un autre projet qui est en cours, que j'aime beaucoup, qui est en phase de test, c'est travailler avec des gens qui ont étudié l'impact des images et l'impact des messages sur les comportements avec des papiers, de la recherche, etc. Et pouvoir tester des communications et voir leur impact réel sur les consommations. Et ça, c'est des projets qui sont en cours. Après, on a plein de choses à découvrir. Là-dessus, les énergéticiens qui, toute cette année 2023 et l'hiver dernier aussi, nous ont envoyé des messages, ont tous une longueur d'avance. Mais je pense que sur l'eau, il faut qu'on fasse notre éco d'eau comme ce qu'on a sur EcoWatt, etc. Pour lancer la sobriété d'eau. Voilà. Tout à fait. Donc une démarche qui sensibilise tout le monde, qui montre que tout le monde est dans le même bateau, qui montre aussi que c'est cette approche transversale que vous présentez tous les deux, René Revol et Noé de Bonaventure, une donnée transversale qui intègre à la fois le scientifique, l'industriel, la motivation des gens, la pédagogie bien sûr, et puis la qualité. C'est-à-dire que cette qualité de l'eau, c'est intangible. On n'est pas en train de brader, parce que les gens ont souvent un peu peur en disant on va nous recycler une eau qui n'est pas assez purifiée, etc. C'est une aberration. Aucune collectivité ne peut prendre cette démarche-là, René Revol. Oui, alors je voudrais insister sur un aspect qui n'est pas souvent souligné. Dans la consommation d'eau potable, la consommation avec un compteur individuel ne représente qu'un tiers. D'accord ?
Donc, je souhaiterais qu'il y ait un deuxième tiers. Les 2 tiers, c'est... Attends, j'arrive, le deuxième tiers. Il y a toujours 3 tiers, hein, pas plus. Oui, Et donc, j'ai remarqué. le deuxième tiers, c'est l'habitat collectif. Oui, Alors, tout ce que là, on a la main, nous, sur les logements sociaux, oui. et ils sont en train d'évoluer pour faire que chaque individu ait son compteur individuel. Ouais, ça, c'est bien. Parce que l'assainissement que vous payez, c'est en fonction de l'eau qui rentre. Ouais. Hein. On n'a pas les moyens de mesurer l'assainissement. Donc, pour que tout le monde soit responsable. Donc, ça, qu'on aboutisse à faire. Alors, le plus dur, c'est les copropriétés privées. Voilà, et qu'il faut qu'ils s'y mettent tous les uns après les autres. Là aussi, en respectant la liberté, parce que c'est un investissement qu'il faut assurer. Et enfin, il y a le troisième tiers. Le troisième tiers, c'est les hors-ménages. D'accord ? Dans le hors-ménage, dans notre région ici, il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Parce que industrielles, c'est pas trop la région. Par contre, on a du tertiaire, et on a par exemple l'hôpital, qui à lui seul consomme 500 000 m3 par an. 1,5 million de mètres cubes, c'est l'hôpital. Sur 28 millions, ça fait beaucoup quand même. Donc l'hôpital est le premier consommateur d'eau. Donc on a une discussion avec les responsables de l'hôpital pour engager un contrat de sobriété pour qu'eux, en interne, ils se donnent des objectifs pour faire diminuer la consommation d'eau en fonction des objectifs. Des industriels aussi qui utilisent beaucoup l'eau, certains industriels. Donc on va faire de la pédagogie avec eux, les rencontrer. Et bien à cette occasion, actuellement, vous avez un contrôle des effluents industriels qui vont dans le réseau d'eau usée traitée, des eaux usées, tous les égouts. Oui. Donc il y a un contrôle à la sortie. Donc on va renforcer ce contrôle. On veut que la station d'épuration de Maïra reçoive vraiment ce qui est les choses qui sont les plus maîtrisées possibles. Bien Voilà. sûr. Donc ça signifie que tous les acteurs, vous voyez, individuels, collectifs, Tout le entreprises, monde. les collectivités comme nous, les collectivités, la métropole, elle a des piscines, des médiathèques, tas de choses. Bien sûr. Voilà, donc les usagers de ces collectivités doivent être formés également. Donc c'est cet ensemble d'acteurs qui doivent aujourd'hui prendre conscience. On rentre dans une nouvelle façon de gérer le cycle de l'eau pour faire face au changement climatique. On voit bien cette démarche-là, c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de recherche, beaucoup de mise en œuvre de technologies, mais aussi beaucoup de sensibilisation des acteurs dans tous les domaines avec à chaque fois des recherches de solutions adaptées qui ne gênent pas l'usage, mais qui permettent de faire que chacun soit gardien de sa consommation d'eau. Est-ce qu'on peut résumer la démarche transversale de cette façon-là ? Donc, je voudrais vous remercier, René Revol. Je rappelle que vous êtes vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, président de la Régie des eaux, délégué à la gestion raisonnée, écologique et solidaire de l'eau, et maire de Grabels, bien sûr. Noé de Bonaventure, merci. Vous êtes directeur du territoire héros de Veolia Eau, en charge de ces projets extrêmement motivants, et à la fois pour vos équipes, on l'a compris, mais pour les riverains aussi et pour la population en général. Merci d'avoir contribué à nous expliquer ces démarches et les progrès qui sont attendus, à la fois dans le cadre de vie des riverains, face au dérèglement climatique, sur la gestion de la ressource en eau, comme sur la production d'énergie renouvelable et sur une énergie vertueuse. Je rappelle que nous étions en direct de Maïra pour cet Impact Café en partenariat avec Veolia. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.